Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Kinshasa rasent des quartiers et créent des sans-abri. À Selembao ou à Mongafula, des désastres grands. Les populations des quartiers Eradi et Ngafani appellent à l'aide. Plus d'un siècle après, le 11 novembre rappelle l'armistice signé en forêt de Cambreigne en France pour mettre fin à la première grande guerre. La force publique du Congo, alors belge, y a activement joué un rôle important. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Si l'on y prend garde, les quartiers Eradi et Ngafani dans la commune de Selembao risquent d'être rayés de la carte de Kinshasa. Plusieurs maisons ont été emportées par les eaux des pluies, causant des érosions. Les familles entières passent la nuit à la belle étoile. Elles ne sont pas les seules victimes. La route bypass et les pylônes haute tension de la SNEL sont prises au piège. La même situation a été observée vers la route Rond-Point-Gaba. La population est libre de cette route lance un SOS aux autorités de la ville. Les condensés de dégâts de pluie avec Iverson Kabwaba. L'émotion, le désespoir étaient visibles sur le visage de nombreux habitants du quartier Eradi et Ngafani dans la commune de Selembao après les pluies du vendredi et samedi dernier, endommageant ainsi les grands collecteurs des eaux sur les avenues Ntsassa Nord, provoquant cette érosion qui a décimé des familles entières, les laissant sans consolation. Certaines familles, ne sachant où aller, obligées d'y rester, même sans eau potable et électricité et avec tous les dangers permanents. Ici, certaines parties de plusieurs habitations sont emportées. Face à ces dangers, d'autres familles vident petit à petit les lieux, d'où cet appel d'urgence aux autorités congolaises. On observe avec moi et il y a beaucoup de maisons sont parties. Donc vraiment, il y a l'érosion, la présence d'une érosion très forte et beaucoup de gens ont perdu leur parcelle. Et voilà, nous demandons l'intervention des autorités de la ville pour que ça soit réalité dans un bref délai. Un autre problème est celui du pylône haute tension de la SNEL menacé par cette grande érosion au niveau de la route bypass reliant Kinshasa au Congo central. Ce pylône de haute tension est à danger. Il suffit d'une pluie diluvienne pour une catastrophe. Situation similaire dans la commune d'Elimba. Ici, c'est presque une double peine pour les habitants de ce coin. Outre le problème de la route qui se trouve dans un état de délabrement, la population fait aussi face à une insalubrité criante. Des tas d'immondices jetés sur la route, bloquant ainsi la circulation et les passages des eaux. Alors cette route est totalement négligée. Nous avons donné nos désirata en tant qu'habitants de ce quartier. C'était mieux d'arranger seulement les ponts, de faire même les dos d'arbres. Ils doivent nous aider. Les autorités passent par cette route. Les étudiants souffrent. Pour les motards et les véhicules, en tout cas, c'est catastrophique. Et lorsqu'il y a une grande pluie, les ordures là retournent, ça bouche encore les caniveaux. Sous la pluie de ce même jour, les passagers au niveau de Matadi-Kibala ont assisté à une scène inédite. Un bus avec des marchandises s'est renversé suite au mauvais état de la route. Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, accueille la COP29. Ce nouveau sommet sur le climat ira jusqu'au 22 novembre. Plusieurs dignitaires, dirigeants du monde ont fait leur déplacement pour ce pays ancienne république soviétique. La première ministre Judith Suminwa sera la porte-voix de la République démocratique du Congo dans ses assises et va représenter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur place, son agenda, la chef du gouvernement a prévu de s'entretenir avec le secrétaire général de l'ONU et d'autres personnalités, Jemima Mogo et Pompon Omba. C'est aux alentours de 15h50 que l'avion de la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a touché le sol bakinois, symbolisant un profond engagement en faveur de la cause nationale et de la préservation de la planète. La première ministre, représentant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cet événement décisif
est crucial pour l'avenir de la planète où chaque voix compte et où chaque engagement peut faire la différence. À son arrivée, elle a été chaleureusement accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que par Evda Zaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Ce premier pas dans ce grand forum est une occasion pour elle de continuer à défendre avec ferveur les intérêts de son pays. Judith Suminwa Tuluka est une ardente défenseur des droits de la République démocratique du Congo en matière de rémunération pour sa précieuse contribution à la préservation de la nature. Lors de la conférence sur le climat à Hambourg en octobre dernier, elle avait déjà plaidé avec force pour que la RDC obtienne une juste compensation pour son rôle vital dans la lutte contre le changement climatique. Cette conférence mondiale vise, selon les mots des Nations Unies, à stimuler l'action internationale pour limiter le changement climatique et engager la transition énergétique. Ce message résonne avec une intensité particulière alors que la première ministre se trouve sur la scène internationale où son discours en faveur de la RDC sera sans aucun doute entendu avec attention. 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, ouvre les travaux de Kinshasa. À l'issue de ces assises, les experts du Congo-Brazzaville et ceux de la République démocratique du Congo vont pondre une feuille de route reprenant les résolutions prises par les patrons de sécurité et des territoriales de ces deux États avant l'adoption des résolutions et la signature des recommandations de cette session de Kinshasa. Mokondi et Didier Amissi. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde, appartenant à deux pays frères qui partagent frontières et culture, renforcent leur coopération en matière de sécurité afin de favoriser un climat de cohésion, d'amitié, de paix, de vivre ensemble et de sécurité le long des frontières. C'est l'essence donnée à ces assises ouvertes en séjour à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Notre présence en ce lieu témoigne la volonté de nos deux chefs d'État de voir les peuples des républiques sœurs vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Ces travaux de 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, réunissent les experts de ces deux nations sœurs pour avant tout évaluer les recommandations de la 9e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité tenue en République du Congo pour ensuite poser les jalons et les stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les défis sécuritaires auxquels ces deux pays frères font face. Je formule le vœu de voir cette session ordinaire de la Commission de défense et sécurité entre nos deux États se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Plusieurs recommandations sont entendues à l'issue de ces travaux avec pour objectif de se conformer aux visions des chefs d'État de ces deux pays, à savoir le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. 106 années se sont écoulées depuis la fin de la Première Guerre mondiale. À l'instar d'autres pays du monde, l'armistice a été commémoré en République démocratique du Congo ce lundi 11 novembre au mémorial des anciens combattants situé au rond-point Force publique dans la commune de Kassavubu. À l'occasion de cet anniversaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a salué la combativité et la discipline dont a fait preuve les soldats congolais ayant pris part à la guerre pour bâtir la paix dans le monde. Accompagné du vice-ministre Sami Adoubango, il a déposé une gerbe de fleurs au mémorial Geresto Funje et Thierry Nzazi. Le monde entier se remémore la fin de la Première Guerre mondiale. L'armistice a soufflé sur sa 106e bougie ce lundi 11 novembre 2024.
Une belle occasion offerte au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, qui a procédé au dépôt des gerbes de fleurs en compagnie de son adjoint Sami Adoubango, de rendre un hommage aux soldats congolais ayant pris part à cette guerre aux côtés de la Belgique et qui ont fait preuve de combativité et de discipline. Ils ont ainsi tenté de bâtir la paix, imaginer les premières coopérations internationales, démanteler les empires et redessiner les frontières. Nous, dirigeants politiques et militaires, nous devons, en ce 11 novembre 2024, réaffirmer devant la nation notre véritable et immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations antérieures ont rêvé, a-t-il renchéri. Il a pour ce faire réitéré la volonté du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions sociales non seulement des militaires actifs, mais aussi des anciens combattants et leurs dépendants. Le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphoros Kabwanga, dans son mot de bienvenue, a indiqué que cette journée commémorée à travers le monde avait marqué la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale conformément à l'armistice signé par plusieurs pays le 11 novembre 1918. Le général-major Kabwanga a également rappelé que cet événement intervient dans un contexte particulier pendant que la République démocratique du Congo est confrontée à une agression à l'est du pays par les forces du mal et à la propagation de la pandémie monkeypox dont les gestes barrières sont de stricte application. La dite cérémonie s'est clôturée par le défilé des anciens combattants sous le fanfare de l'école musicale de FARDC. Rendons-nous sur le littoral du lac Tanganyika, dans la cité de Kabimba, située à 60 km au nord-est de Kalemi, dans la province du Tanganyika, où le programme de développement du territoire PDL 145 se porte bien. Plusieurs bâtiments administratifs et 2 écoles primaires ont été remis officiellement aux bénéficiaires par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo. Peggy Mukunda pour les détails. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, poursuit son séjour dans l'est du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires initié par les chefs de l'État qui vise le développement socio-économique du pays à partir de la base. À l'étape de Kabimba, dans le Tanganyika, la délégation a visité les chantiers du bâtiment administratif ainsi que les écoles Tchem et Kabutunga. Sur place, le patron du plan a souligné l'urgence d'accélérer le rythme du reste du travail pour que ces infrastructures essentielles soient mises à la disposition des bénéficiaires dans le meilleur délai. Pour terminer, cette dernière s'est rendue au centre de santé de Mutoa, à 30 km de Kalemi, pour évaluer l'avancée du travaux de cet ouvrage presque achevé. Nous voulons que les communautés locales bénéficient rapidement des fruits de ces programmes, a martelé Guilain Nyembo, tout en réitérant l'engagement du gouvernement Judith Suminwa d'aller jusqu'au bout de cet important programme de développement local du pays. Nous étions des acteurs du concret dont les réalisations sont expliquées ponctuellement aux fonctionnaires. C'est en ce terme que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est exprimé à l'ouverture des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'administration publique. Plus de détails dans ce reportage de Nadine Kiloucho, Cédric Enina et Moké Maluma. Dialogue social, le banc gouvernemental représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, les vice-ministres des Finances et du budget, ainsi que le banc syndical de l'INAP se sont retrouvés ce lundi 11 novembre 2024 à Bibois dans la commune de Lantiélé pour le début des travaux de la commission paritaire relatif à l'examen des cahiers des charges des agents des carrières des services publics de l'État. Effectuant le lancement des travaux au nom de Madame la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réitéré l'engagement ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour résoudre tous les problèmes socio-professionnels des fonctionnaires de l'État, tels que voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été des acteurs du concret, dont les réalisations sont ponctuellement expliquées aux fonctionnaires. Pour nous, il s'agit chaque fois d'impacter réellement le quotidien des agents de l'État. Cependant, il est vrai que le lendemain est à construire, que le chemin à parcourir est encore très long au regard de l'idéal commun que nous nous sommes fixés.
Au cours des travaux en sous-commission, les experts de deux bancs vont examiner le cahier des charges et évaluer les niveaux d'exécution du protocole d'accord signé afin de mettre en place une nouvelle feuille de route sur la gestion des problèmes relatifs à la carrière des agents et à la rémunération. En réaction, les syndicalistes ont salué la volonté politique affichée par le gouvernement qui privilégie le dialogue social pour la résolution des problèmes des fonctionnaires de l'État. La République démocratique du Congo a donné de la voix au forum Africa Trade and Investments Meets Managing Risk à Francfort en Allemagne, occasion pour Julien Paluku de développer le binôme défi-opportunité en invitant le représentant des entreprises allemandes à venir rejoindre le grand projet de chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques lancé par la République démocratique du Congo. Eric Abomba pour le commentaire. Devant le représentant des entreprises allemandes au forum Africa Trade and Investments Managing Risk à Francfort en Allemagne, le ministre du Commerce extérieur a développé les binômes défis-opportunités en les invitant de joindre le grand projet du développement de la chaîne des valeurs des batteries et véhicules électriques lancé par la RDC et la Zambie, tout en insistant sur l'étude menée par Bloomberg qui fait de la RDC la meilleure destination industrie. Également, Julien Paluku a appelé les opérateurs économiques allemands de venir investir dans le projet du développement du corridor des Lobito. Occasion propice pour les patrons du commerce extérieur de solliciter aussi l'appui de l'Allemagne dans le financement des projets de construction des infrastructures qui vont faciliter les commerces transfrontaliers dans le cadre du régime commercial simplifié. Construisant le port de Lobito, on réduit de plus de 800 km les transports de marchandises. Et ça va nous permettre d'amener tout ce dont vous avez besoin ici en Europe et aux États-Unis. Et les entreprises allemandes qui sont ici peuvent déjà noter qu'elles ont une invitation officielle pour venir en République démocratique du Congo. Signalons qu'en marge de ce forum qui vient de s'achever, le ministre congolais a eu aussi des réunions d'affaires avec une dizaine d'investisseurs tunisiens prêts à venir faire le business en RDC dans différents secteurs. Il a également discuté avec le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, très attiré par les opportunités qu'offre la RDC, bien vendues aujourd'hui par Julien Paluku Kaonga, et a promis même d'aller mobiliser les investisseurs marocains. À Kinshasa, les délégués de 8 pays africains sont depuis ce matin en formation sur la surveillance biologique des maladies émergentes en Afrique. Cette formation d'un mois sera assurée par l'Institut national de recherche biomédicale avec l'appui financier de la JICA et l'OMS. Bobete Ngalisomba et Papimbongo ont signé ce reportage. Cette formation régionale, la 4e de la série, vise le renforcement des capacités des microbiologistes venus de 8 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Les délégués microbiologistes de la RDC, Burundi, Cameroun, Gabon, RCA, Tchad, Congo-Brazzaville et Guinée vont pendant un mois peaufiner la réponse aux épidémies liées aux maladies infectieuses émergentes. Dans cette formation, c'est d'augmenter mon capacité de diagnostiquer les maladies émergentes et réémergentes. Je crois que le développement des ressources humaines de laboratoire, c'est très important. Au nom du ministre de la Santé, Justin Kindiango a relevé l'importance de cette formation. Vous savez que les laboratoires jouent un rôle important et capital en termes de diagnostic et en termes aussi de réponses par rapport aux maladies émergentes et réémergentes. Le professeur Dieudonné Mumba de l'INRB a souligné le rôle du laboratoire dans la riposte contre les épidémies en Afrique. Comme perspective, nous voulons faire de l'INRB un centre d'excellence pour la formation, la gestion et la recherche sur les maladies émergentes et réémergentes comme la maladie à virus Ebola. Cette session financée par la JICA bénéficiera également d'une enveloppe supplémentaire de l'OMS. Conférence internationale de la région des Grands Lacs Siergel, la République démocratique du Congo est en ordre avec les contributions financières. Le ministre des Mines était porteur de cette lettre de paiement qu'il a présentée au cours de la réunion organisée au Soudan du Sud vendredi dernier. Nadine Futuka.
Une réunion de haut niveau a regroupé autour du ministre de Mines le secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGL, et quelques experts de cette organisation sous-régionale. C'était une occasion pour le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé de remettre à l'ambassadeur Joas Samuel Kaolo la lettre de paiement de la contribution de la RDC après plusieurs années de retard. Ce geste marque une étape significative de renforcement de la coopération et du développement durable au sein des pays membres de la CIRGL. Pour lutter contre les causes profondes de cette déstabilisation, à savoir cette exploitation du commerce frauduleux de nos ressources, nous avons adhéré à tous les protocoles de la CIRGL, aux initiatives de traçabilité, au système de certification et au principe d'approvisionnement responsable. Le règlement de ces litiges témoigne l'engagement de la RDC vis-à-vis de cette organisation sous-régionale qui œuvre pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement de la sous-région de Grand Lac. Une définition ambitieuse de l'action diplomatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en marche depuis son avènement au pouvoir dans le cadre de la politique extérieure. Ce qui montre sa volonté de booster la présence de la RDC dans les instances internationales à la dimension de sa grandeur. Parlons justice à présent. Les états généraux qui se tiennent seraient-ils une thérapie de choc pour enfin remettre la justice congolaise sur le rail? À cette question, Thierry Moussenepo parle d'une remise à plat pour repartir sur les bonnes bases. Cédric Anina. Les états généraux de la justice, une tribune grandeur nature pour penser les plaies, procéder à un diagnostic profond de l'appareil judiciaire et apporter des remèdes. Il faudrait commencer par féliciter le chef de l'État, le président de la République, qui a eu la vision d'intégrer dans son programme de gouvernance la restructuration de notre justice. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans qu'on ait une justice qui réellement est bien listée. Est-ce une thérapie de choc? Jean-Thierry Moussenepo s'explique. La thérapie de choc va plutôt venir de ce que nous allons faire des révolutions des États généraux. Mais là où je trouve que les États généraux sont le commencement de cette guérison de notre justice, parce que ça met à toute chose en établissant un constat, le constat de la justice qui est malade, les raisons de cette justice malade et les pistes de solution. Autre fait qui fait débat, la révision constitutionnelle. Lorsque le président de la République a pris la parole, il a épinglé le fait qu'en réalité, cette constitution qui est imprégnée d'une substance des avis, des recueillements et même des copies de certains textes de l'étranger, devait être adaptée à nos propres réalités. Mais à cela, il a placé le fait qu'il faudrait mettre en place un groupe de travail qui pourrait accompagner ce processus, mais qu'au finish, c'est le peuple qui déciderait. Maintenant, toutes ces personnes qui s'agitent pour accuser gratuitement le chef de l'État de vouloir s'éterniser au pouvoir au travers de ces réformes, ils oublient une chose, c'est que le débat scientifique, lorsqu'il s'imprègne de la subjectivité, quitte l'objectivité. Au finish, c'est le peuple qui se prononce. Et en amont, c'est l'élite qui débat pour que jaillisse la lumière. Les inspecteurs et contrôleurs de travail depuis ce matin en atelier de renforcement des capacités. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, Willy Atunakov et Junior Bilambo. Cette cérémonie de lancement officiel par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, des travaux de l'atelier de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail avec l'appui technique et financier de Enabel, agence belge de développement, s'inscrit dans le cadre du processus de la modernisation de l'inspection générale du travail initié par le chef de l'État, devenu cheval de bataille du gouvernement Judith Souminois par l'entremise du ministre des tutelles. Pendant 4 jours, soit du 11 au 13 novembre 2024, les participants à cet atelier vont renforcer leurs connaissances sur le travail décent, la protection sociale et les autres visites d'inspection sur le terrain. La formation sans moralité, sans éthique, cette formation-là n'a pas de sens. Les pratiques, les maisons dédiées, consacrées, sont finies. L'inspecteur que je trouverai dans ses comportements
aussitôt je vais les suspendre. Je ne vais pas me fatiguer à suspendre les inspecteurs véreux. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Ephraim Akwakwa Nametou a remis symboliquement quelques tablettes comme outil de travail à l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma, à l'inspecteur provincial de Kinshasa et à la représentante des inspecteurs et contrôleurs. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale est arrivée à Mbujimayi pour identifier les victimes de la démolition de plusieurs maisons aux alentours de l'aéroport et évaluer avec les autorités locales les besoins urgents. Edith Chala. 801 parcelles démolies, près de 38 000 personnes jetées en pâture au nom de la construction en cours de l'aéroport de Bipemba. La situation dépasse tout simplement l'entendement. Une expropriation sans contrepartie. Seuls les auteurs de pareilles incuries peuvent expliquer une telle méchanceté. Touché par l'ampleur du désastre, le président de la République a instruit le gouvernement souminois qui a dépêché Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour évaluer la situation. C'est à sa descente de l'avion que la ministre s'aperçoit de l'étendue du désespoir. Femmes et enfants, jeunes et vieux ont fait les pieds des grues depuis le matin car ils attendent des solutions urgentes. Direction gouvernorat de la province du Kasaï-Oriental où la réunion d'urgence a eu lieu avec le vice-gouverneur de province Augustin Kayembe et tous les services concernés. Rencontre que la ministre Nathalie Aziza Mounana a résumée. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour se rendre compte de la réalité de ce qu'on a entendu, on a vu dans les réseaux sociaux, et étudier les faisabilités, comment nous allons consoler les 38 000 personnes, c'est pas peu. Nous avons fait un programme, comment nous allons travailler dans l'évaluation humanitaire, ajouter à cela le social qui va accompagner. Les donneurs d'ordre passent tranquillement nuit dans leur maison et se moquent de la misère des autres. Gérer, c'est surtout de l'anticipation. L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure légale, mais avec des règles connues à respecter. Reprise des élections à Massimanimba et à Yakoma, c'est un rappel, c'est pour le 15 décembre prochain. En prévision de ces élections, le président de la CENI, Denis Kadima, a animé un cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques engagés dans cette compétition. Les détails avec Jean-Pierre Ndolo Dimazou et Gérest Fondi. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné des membres du bureau et de la plénière, a échangé avec les responsables des partis et regroupements politiques à la salle Abbé Apollinaire Malou sur les enjeux liés à la reprise des élections à Massimanimba et également à Yakoma. Ceci le 15 décembre 2024. Occasion idéale pour la CENI de fixer les participants sur les conditions légales requises pour la reprise des élections dans ces deux circonscriptions. Au cours de son intervention, le président de la CENI est revenu sur les contours de ces échanges avec les parties prenantes. L'objectif est de parvenir à un consensus sur la nécessité d'éviter les pratiques qui ont conduit à l'annulation des élections du 20 décembre 2023 et de mobiliser toutes les parties pour sensibiliser la population à une participation pacifique et aux valeurs républicaines. Il a ainsi invité les partis concernés davantage de responsabilités en vue des scrutins crédibles. En raison des abus constatés précédemment, la CENI invite tous les acteurs à respecter scrupuleusement les délais du calendrier pour les accréditations de témoins, des journalistes et des observateurs. Aucun prolongement des délais ne sera accordé. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a mis l'accent sur l'objet de cette rencontre. Avant la partie interactive qui a permis à la CENI de répondre aux différentes préoccupations des participants, les experts de la centrale électorale ont fourni à l'assistance les informations essentielles, notamment sur les conditions en compétition le 15 décembre, les consultations des listes électorales, l'obtention des duplicata des cartes d'électeurs et l'accréditation de témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que d'autres aspects clés.
En politique, l'Action pour la rupture et le développement a organisé un mini-congrès pour un an de son existence. Question de faire une évaluation de ce parti cher au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué. Cette rencontre a permis aux congressistes de soutenir l'idée du chef de l'État pour la réélecture de la Constitution. C'est un reportage de la RTNC au Katanga. À l'occasion de l'an 1 de son existence, l'Action pour la rupture et le développement, parti cher au gouverneur du Haut-Katanga et président national Jacques Kabula Katoué, s'est réuni à mini-congrès à Lubumbashi. Il s'est agi pour les présidiums et les délégués venus des 26 provinces du pays de cette formation politique, membre de l'Union sacrée, d'évaluer le chemin parcouru en une année et de passer en revue les questions de l'heure au Congo démocratique. En une année, le parti de Jacques Kabula Katoué a réussi à s'installer sur l'ensemble du pays, à conquérir les postes de sénateurs, députés nationaux et provinciaux. Et quant à l'actualité, le patron de la RDF, un démocrate, a demandé aux congressistes de se prononcer par rapport à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de changer la constitution actuelle. Et c'est à l'unanimité que les cadres et militants du parti ont appuyé le chef de l'État. En main levée qui sont pour le changement de la constitution. Une marche de soutien au chef de l'État suivra cette prise de position du parti pour chuter au Silver Palace, ici, devant des milliers de sympathisants de la RDF en provenance de l'ensemble du pays. Jacques Kabula Katoué donnera le bien fondé de la démarche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une nouvelle constitution qui privilégie le développement intégral et harmonieux de la RDC. Pour l'intérêt, il y a moyen, Batoto, Yakatanga, Yarokatanga, il faut appuyer l'initiative. L'initiative, il y a pour changer la constitution, la République démocratique du Congo. Ainsi, les délégués au mini-congrès de la RDF, par une déclaration solennelle, confirmeront le soutien du parti au changement du texte fondamental actuel régissant les institutions du Congo démocratique. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu cet après-midi le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala. Ce dernier est allé remettre au chef de l'État la correspondance de son homologue du Venezuela. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela, où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC. La question sur l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Et ce communiqué avant de boucler complètement ce journal, l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo informe tous les militaires inactifs des forces armées de la République démocratique du Congo, toutes catégories confondues, de leur contrôle qui débute ce mercredi 13 novembre 2024 dans toutes les unités de la première zone de défense pour la 14e région militaire, ville de Kinshasa. 3 sites sont retenus. Un site état-major, inspectorat général du général au sous-lieutenant retraité. 2 sites Konkokolo, militaires décédés après le contrôle biométrique, militaires décédés avant le contrôle biométrique. 3 sites Mbaki, Kambaki, militaires intégrés. Pour les autres régions militaires de la première zone de défense, les sites et les catégories des militaires inactifs
seront fixés par les équipes de contrôle de l'Inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en collaboration avec les commandants des garnisons. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2024, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Amissikumba Gabriel, général des armées. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la cité de Kabimba, Kalemi et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 23h Jemima Mogo, demain 7h Eric Kabamba, 13h Lusine Takala. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale.